Mamadou Diarra démissionne du Conseil national de transition. D'amples informations en début de journal. À la rencontre des tout-petits, dans le Focus Éducation de ce mardi, nous faisons une immersion dans les crèches et jardins d'enfants, indispensables dans le processus d'apprentissage des enfants. Accusé d'enrichissement illicite, trafic d'influence et blanchiment d'argent, le procès de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a repris. Il risque jusqu'à 20 ans de prison ferme. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir et bienvenue dans le 1945. Alors qu'il est cité dans une affaire d'atteinte au bien public, Mamadou Diarra, l'ancien questeur de l'Assemblée nationale, a déposé sa lettre de démission du Conseil national de transition hier lundi 23 octobre. Boubacar SM Maïga. Ancien député de l'Assemblée nationale et actuel membre du Conseil national de transition, Mamadou Diarra a présenté sa lettre de démission au CNT pour se mettre à la disposition de la justice de son pays selon des proches. Une décision inattendue qui suscite à la fois des interrogations alors qu'il jouissait d'une immunité parlementaire en sa qualité de membre de l'organe législatif de la transition. Pour le moment, aucune réaction n'a été signalée du côté du CNT sur sa décision. Mamadou Diarra est cité dans une affaire pour atteinte au bien public sur un fonds s'élevant à 17 milliards de francs CFA, dont 7 milliards d'indemnités irrégulières et 10 milliards non justifiés. La justice avait en août dernier réclamé la levée de son immunité. Plusieurs personnes ont été placées sous mandat de dépôt dans cette affaire, dont Isiaka Sidibé, ancien président de l'Assemblée nationale de 2013 à 2020, ainsi que son directeur financier et actuel président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré, dit Bavieux. Ce dernier, selon nos informations, a été entendu par un juge d'instruction le 27 septembre. Il a clamé son innocence des faits qui lui sont reprochés. Le ministre de la Justice, Mamadou Kassoké, avait promis le 20 juillet dernier que le procureur du pôle économique s'exprimerait bientôt sur le dossier. Toujours au CNT, le colonel Malik Diao, dans un communiqué signé hier lundi, a suspendu 4 membres pour absence non justifiée lors des travaux de commission et des séances plénières de la session d'octobre 2023. Cette suspension, qui va durer 30 jours, consiste en l'interdiction pour les concernés de participer aux activités du CNT et la perte du bénéfice du salaire et des indemnités. Parmi les 4, 2 sont de la CMA. Il s'agit de Mohamed Ag Intala, Aminokal des Ifogas et frère d'Al-Gabas Ag Intala, un des leaders de la CMA, et de Boubacar Sidik Taleb Sidi Ali. Les autres personnes suspendues sont Mohamed Ali Ag Matael et Ali Ikan Ag Suleiman. Le préfet de Gourma Rarousse, Drissa Sanogo, enlevé il y a plus de 3 ans entre Ber et Rarousse, serait encore en vie après qu'un communiqué publié le 13 octobre dernier l'annonçait mort. Djeneba Samaki. Pris en otage depuis mai 2020, Drissa Sanogo, le préfet de Gourma Rarousse dans la région de Tombouctou, serait toujours en vie. L'annonce a été faite hier lundi 23 octobre au travers d'un communiqué par les JINIM qui l'a pris en otage. Ce communiqué, pour nous, ça n'engage qu'à leur auteur. Ce même groupe avait annoncé le décès de notre collègue le 12 octobre dernier. Aujourd'hui, c'est le revient pour dire qu'ils se sont trompés de la personne. En tout cas, nous prions le bon Dieu pour que ça soit une vérité et que notre collègue soit encore en vie. En tout cas, nous continuons de prier le bon Dieu pour notre collègue, où qu'il soit, qu'il continue de bénéficier la grâce de Dieu. Le 13 octobre dernier, les JINIM annonçaient la mort de Drissa Sanogo. Il avait été enlevé il y a plus de 3 ans, au lendemain des élections législatives entre Ber et Rarousse, alors qu'il revenait de la ville de Tombouctou pour rejoindre son poste à Gourma Rarousse. Dans son communiqué du 13, les JINIM avaient précisé que son décès était des suites d'une longue maladie. Mais hier lundi, le groupe terroriste s'est rétracté, assurant avoir fait une erreur et présentant ses excuses à la famille de Drissa Sanogo. Il y a d'autres fonctionnaires en otage. Depuis le déclenchement de cette guerre qui nous a été imposée, en tout cas, les agents de l'État de façon générale, notamment les fonctionnaires civils et militaires, ont payé le lourd tribut. Et actuellement encore, il y a d'autres fonctionnaires qui sont en otage
L'État ne s'est jamais débarrassé de ses agents. L'État malien n'a jamais cessé, en tout cas, de mettre en place les démarches nécessaires pour aboutir à leur libération. Je peux le dire haut et fort, les démarches sont en cours pour la libération de tous les otages militaires et civils. Selon les JINIM, le prisonnier décédé s'appelle Amidou Soumaré et était un ressortissant sénégalais également retenu otage. Le groupe terroriste ajoute que la cause du décès est probablement liée à un problème de diabète. Alors que la MINUSMA vient de quitter le camp d'Aguelok dans la région de Kidal hier lundi, les forces armées maliennes parlent d'abandon dans un communiqué. Pour les FAMA, ce retrait accéléré n'a pas fait l'objet d'une rétrocession comme stipulé dans le calendrier d'occupation des emprises de la MINUSMA. Cette situation de départ précipité met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité dans la localité d'Aguelok, précise le communiqué. Ainsi, les terroristes ont profité de cette occasion pour s'introduire dans le camp et détruire plusieurs installations. Néanmoins, ils ont été neutralisés par les vecteurs aériens des FAMA. Focus éducation. Indispensable dans le processus d'apprentissage des enfants, l'éducation préscolaire leur permet de développer plus facilement et plus rapidement des aptitudes et des habiletés personnelles et cognitives. Dans le focus éducation de ce mardi, nous nous intéressons à cet ordre d'enseignement avec Soumaïla Fani. Dans le système éducatif malien, tout ce qui précède l'âge de la scolarisation est appelé l'éducation préscolaire, qu'il s'agit de la garderie d'enfants, de la crèche et du jardin d'enfants. Ce premier ordre d'enseignement concerne principalement une tranche de la petite enfance, c'est-à-dire de 0 à 6 ans. C'est le premier maillon de l'éducation, c'est le premier ordre d'enseignement. Et de ce fait, tous les enfants qui passent par le préscolaire auront une scolarisation très avantageuse. L'éducation préscolaire prépare les enfants pour tout le fondamental. Et ça facilite l'accès aussi des enfants à l'école. Tous les enfants qui passent par le préscolaire, automatiquement, vont à l'école. Et quand nous disons éducation préscolaire, nous englobons ça dans le terme de CDPE. C'est-à-dire les centres de développement de la petite enfance. Et ce grand lot de CDPE inclut tout ce dont vous avez cité. Face aux nombreuses difficultés auxquelles les parents sont confrontés pour gérer les enfants à la maison, le paysage de cet ordre d'enseignement s'agrandit. Et pour certains promoteurs, leur motivation tourne autour de l'amour des enfants. C'est les tout petits que je préfère beaucoup, donc je sais qu'avec eux, je pourrais apporter beaucoup de choses. Et l'éducation aussi, c'est la base, donc il faut donner vraiment une bonne base aux enfants. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de commencer à la maternelle. Et nous sommes à peu près dans une quarantaine, parce que l'école, ça fait 2 ans cette année. On l'a ouvert l'année dernière et cette année, c'est la deuxième année. Normalement, l'éducation, c'est à 2 niveaux. C'est à la maison, mais à l'école. L'école ne peut pas tout apprendre aux enfants. Donc ça permet d'éveiller les enfants, ça permet de les apprendre les bonnes manières. Pour l'encadrement, cet ordre est confié aux éducateurs préscolaires, notamment les animateurs, les mères éducatrices et les moniteurs. Et la méthodologie porte plus sur l'éducation que sur l'enseignement, d'où l'attirance de certains éducateurs. Le métier que j'ai aimé, c'est d'abord l'enfant qui est la base. Donc, montrer l'enfant qui il est, montrer qu'il ne doit pas être découragé, montrer qu'il doit être dans la société comme tout le monde, parce qu'il est enfant, il doit grandir, rester dans la société et se développer comme tout le monde dans la société. Sans vous mentir, les premières semaines de la rentrée, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident, mais avec l'aide du Tout-Puissant, de Dieu, on fait avec. Parce que ce n'est pas facile avec les enfants. Vous ne connaissez pas leur comportement, leur manière d'agir, parce qu'ils quittent nouvellement des parents pour venir vers nous. Donc c'est difficile au début, mais avec le temps, on s'y plaît. Dans ces niveaux d'enseignement, selon les spécialistes, les enfants s'exercent au quotidien et apprennent aussi à solliciter leur mémoire. Ils pourront aussi développer leur esprit créatif et artistique grâce à plusieurs activités comme le dessin, le théâtre et la poésie.
Nous restons avec Soumaïla Fane pour parler de la cérémonie d'ouverture du Salon de l'économie sociale et solidaire, une initiative de la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire pour les couches vulnérables où le relèvement économique reste et demeure le maître mot. La célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion offre une occasion d'organiser une nouvelle fois le Salon de l'économie sociale et solidaire. Cette édition, qui se tient dans un contexte difficile pour les couches vulnérables, a ouvert ses stands d'exposition de produits et services hier lundi 23 octobre. Placé dans le cadre du mois de la solidarité, ce salon prend tout son sens et ne saurait exister un meilleur cadre que celui-ci pour promouvoir l'économie sociale et solidaire. Domaine de recours des moins nantis d'entre nous pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est à ce titre que le levier de l'économie sociale et solidaire est un ressort indispensable pour davantage concrétiser la volonté des plus hautes autorités de notre pays en permettant à ce modèle de contribuer au raffermissement d'une société démocratique au sein de laquelle la réduction de la pauvreté se réalisera par la création et la redistribution de richesses à travers la promotion des entreprises et organisations basées sur la solidarité et la primauté de l'homme. Occasion pour beaucoup de structures qui œuvrent dans ce domaine d'assistance et de protection sociale de se faire connaître. L'Agence nationale d'assistance médicale est une structure étatique qui a pour mission la gestion du régime d'assistance médicale, qui est le RAMED, qui est un dispositif public de protection sociale qui assure la prise en charge médicale gratuite des personnes indigentes. Alors, le fait de participer à ce salon permettra à notre structure de renforcer notre visibilité, parce que nous sommes, disons, l'une des dernières structures nées dans le domaine de la protection sociale et nos cibles, ce sont des cibles sensibles. C'est une belle opportunité pour l'INPS de se faire connaître auprès de sa population cible et de permettre à la population cible de venir voir ce qu'ils ont comme produit, notamment l'assurance volontaire qui est destinée aux travailleurs indépendants pour lesquels le salon est ouvert. Durant 5 jours, plusieurs activités seront menées, parmi lesquelles les expositions de produits, mais aussi des campagnes de sensibilisation sur les services d'assistance et de protection sociale. En Mauritanie, le procès de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz a repris hier lundi 23 octobre. Il est accusé d'enrichissement illicite, trafic d'influence et blanchiment d'argent. Aminata Keïta. Le procès de l'ex-chef d'État mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, engagé depuis le 25 janvier, a repris hier. Cette reprise a été marquée par le retour au tribunal de ses avocats. Les avocats de l'ancien président s'étaient retirés de l'audience il y a 2 semaines pendant la plaidoirie, dénonçant le non-respect par le tribunal des droits de leurs clients. De ce fait, le tribunal de Nouakchott avait refusé leur demande de faire comparaître de nouveaux témoins dans l'affaire. Ainsi, 2 nouveaux avocats avaient été commis d'office pour prendre la relève dans la défense de M. Ould Abdelaziz. Toutefois, à la reprise hier, c'est l'équipe initiale de défense qui est finalement revenue, ont constaté des médias mauritaniens. Selon le média mauritanien Mauriweb, la partie civile a demandé la saisie de tous les biens de l'ancien président et celle gelée des autres accusés, le paiement de plusieurs millions de ouïgouïa, la monnaie mauritanienne, en faveur du trésor mauritanien, des sociétés étrangères victimes, ainsi que les dommages moraux et spécifiés, l'annulation des transactions foncières de Nouakchott et Nouadhibou, ainsi que le maintien du gel de certains biens. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, âgé de 66 ans, dont le procès a débuté le 25 janvier 2023, est accusé d'avoir abusé de son pouvoir afin d'accumuler une fortune considérable lors de son mandat présidentiel. Il est également accusé d'enrichissement illicite, trafic d'influence et blanchiment d'argent avec 10 autres personnes, dont son gendre, d'anciens premiers ministres, anciens ministres, hommes d'affaires et autres responsables. Pour rappel, Mohamed Ould Abdelaziz a été porté au pouvoir en Mauritanie à la suite d'un coup d'État en 2008. Élu président en 2009, il a été réélu en 2014. Il est l'un des rares ex-chefs d'État à devoir rendre compte sur la façon dont il s'est enrichi au pouvoir. Et le procureur a requis 20 ans de prison ferme contre l'ex-président. Point final à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau.